Comment peut-on gagner 5 000, 6 000, parfois 7 000 euros par mois à deux et avoir quand même l'impression d'être en difficulté en fin de mois ? Sur le papier, tout semble aller bien. 2 salaires, 2 CDI, une situation professionnelle stable, un logement correct, peut-être une voiture, parfois 2, 1 ou 2 enfants, quelques vacances dans l'année, rien d'extravagant, rien de délirant, juste une vie normale de la classe moyenne. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Le compte courant redescend vite, l'épargne de précaution progresse difficilement et dès qu'il y a un imprévu, une réparation de voiture, une facture d'énergie, un électroménager qui lâche, une taxe, une régularisation, tout devient immédiatement stressant. Et c'est là que beaucoup se disent « mais pourtant on gagne correctement notre vie. Pourquoi est-ce qu'on a quand même l'impression de galérer ?» Ce malaise est d'autant plus fort qu'objectivement, ces foyers ne sont pas pauvres. En 2024, selon l'INSEE, le salaire net médian était de 2 190 euros. Donc, un couple qui gagne 5 000 ou 6 000 euros net par mois est clairement au-dessus de beaucoup de ménages français. Et c'est là qu'on comprend que le problème n'est pas toujours le niveau de revenu. Le problème, c'est la marge, la capacité d'épargne. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi beaucoup de couples à 2 revenus se retrouvent dans une situation paradoxale. Ils gagnent bien leur vie et pourtant, ils ont le sentiment de faire partie de la classe moyenne inférieure. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Avoir 2 revenus dans un foyer était vu avant comme un avantage énorme. Et d'un point de vue mathématique, ça paraît évident. Si une personne gagne 2 500 euros par mois et que l'autre gagne aussi 2 500 euros, le foyer dispose de 5 000 euros. Donc, en théorie, il devrait être beaucoup plus solide qu'un foyer avec un seul salaire. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Parce que dans beaucoup de foyers modernes, le 2e salaire n'est plus utilisé comme un bonus. Il n'est plus utilisé pour créer de l'avance, investir, se désendetter ou acheter de la liberté. Il sert simplement à faire tourner la machine. Le crédit immobilier a été calculé avec 2 revenus, le loyer a été accepté avec 2 revenus, les frais de garde existent parce que les 2 travaillent, les 2 voitures sont parfois nécessaires parce que les 2 doivent aller au travail, les vacances, les assurances, les abonnements, les activités des enfants, les frais de cantine, les courses, l'énergie, tout a été progressivement dimensionné pour absorber les 2 salaires. Et c'est là que le piège commence. Le problème n'est pas que les 2 conjoints travaillent, le vrai problème c'est quand le foyer construit toute sa vie comme si ces 2 revenus étaient garantis à vie. Comme si personne ne pouvait tomber malade, comme si personne ne pouvait faire un burn-out, comme si personne ne pouvait perdre son emploi. Et pourtant, la vie réelle ne fonctionne pas comme dans un tableau Excel parfaitement stable. Un couple peut gagner 5 500 euros par mois et être beaucoup plus fragile qu'un foyer qui gagne 3 800 euros, simplement parce que le premier dépense quasiment tout, alors que le second garde de la marge. La sécurité financière ne dépend pas uniquement du revenu. Elle dépend surtout de l'écart entre vos revenus et vos dépenses incompressibles. Parce que si vos 2 salaires sont déjà entièrement consommés par votre mode de vie, alors vous n'avez pas 2 revenus. Vous avez 2 revenus obligatoires pour faire tourner la machine. Quand on parle de budget, on pense souvent aux petites dépenses visibles. Le café à 3 euros, le restaurant du vendredi soir, l'abonnement Netflix, le vêtement acheté pendant les soldes, le repas livré parce qu'on n'a pas eu le courage de cuisiner. Ces dépenses peuvent compter, mais dans la majorité des cas, ce ne sont pas elles qui détruisent un budget. Ce qui rend un foyer fragile, ce sont les charges fixes. Le logement, le crédit immobilier, le loyer, les crédits voitures, les assurances, l'électricité, le gaz, Internet, les frais de garde, les remboursements de crédit à la consommation, les abonnements divers et variés. Toutes ces dépenses ont un point commun. Elles tombent avant même que vous ayez vraiment choisi quoi que ce soit. Le salaire arrive, mais une grande partie est déjà répartie. Et ce phénomène n'est pas seulement qu'une impression. En 2024, selon l'INSEE, les dépenses préengagées représentaient 30% du revenu disponible brut des ménages, dont 22% rien que pour les dépenses liées au logement. Et ce chiffre est une moyenne nationale. Dans la vraie vie, pour un couple avec un crédit immobilier récent, 2 voitures, un enfant, des frais de garde, des assurances, des travaux, cette part peut être bien plus élevée.
Prenons un exemple simple. Un couple gagne 5 500 € net par mois. Sur le papier, c'est confortable. Mais imaginons, 1 500 € de crédit immobilier, 700 € pour 2 voitures, entre assurance, carburant, entretien et crédits éventuels, 900 € d'alimentation, 350 € d'énergie, internet et téléphone, 400 € pour les enfants, la garde, la cantine ou les activités, 500 € d'assurance, mutuelle, impôts mensualisés ou charges diverses, 700 € pour les loisirs, les vacances, les vêtements, les petits imprévus et les dépenses du quotidien, on arrive déjà autour de 5 000 €. Et encore, je ne suis pas en train de décrire une vie de luxe, je décris une vie plutôt classique. Résultat, le couple gagne bien sa vie, mais il ne respire pas vraiment. Et c'est exactement là que beaucoup de foyers se trompent dans leur analyse. Ils pensent on devrait gagner plus, alors que parfois, la vraie question est pourquoi notre mode de vie absorbe-t-il déjà presque tout ce que nous gagnons ? La liberté ne vient pas du montant qui entre sur votre compte, elle vient de la partie qui reste disponible après les dépenses obligatoires. Il y a une autre raison pour laquelle beaucoup de couples se sentent coincés, l'inflation du mode de vie. Et je ne parle pas seulement de l'inflation officielle, celle qu'on voit dans les statistiques. Je parle de cette tendance naturelle à augmenter ses dépenses dès que ses revenus augmentent. Quand on gagne plus, on veut naturellement améliorer sa vie. C'est humain et c'est normal. Le problème, c'est que chaque dépense paraît raisonnable individuellement. Le logement, c'est indispensable. La voiture fiable, c'est normal. Les vacances, on travaille toute l'année, il faut bien souffler. Les activités des enfants, on veut leur offrir ce qu'il y a de meilleur. La mutuelle, on ne va pas jouer avec la santé. Le bon quartier, on veut vivre dans un endroit agréable et rassurant. Chaque choix est défendable, mais au fil du temps, le niveau de vie normal devient de plus en plus cher. Et c'est là que le piège se referme. En fait, beaucoup de familles ne s'endettent pas pour vivre comme des riches, elles s'endettent ou se tendent financièrement pour rester dans la norme. Et cette norme est très puissante, parce que personne n'a envie d'être le parent qui dit toujours non. Personne n'a envie de vivre dans un logement trop petit. Passer 2 heures par jour dans les transports si une autre solution existe. Donc, on paie pour gagner un peu de confort, un peu de temps, un peu de tranquillité. Mais à force de payer pour être tranquille, on finit par perdre la tranquillité financière. Il y a un autre aspect dont on parle trop peu. Quand les deux travaillent à plein temps, le foyer gagne plus d'argent, mais il perd aussi du temps disponible. Et le temps manquant finit souvent par se transformer en dépenses. Par exemple, quand vous rentrez tard, fatigué, avec les enfants à gérer, les devoirs, le repas, les courses, le ménage, les mails, les rendez-vous, les papiers, les imprévus, vous ne prenez pas toujours les décisions les plus économiques. Vous prenez les décisions faciles qui vous permettent de tenir. Vous commandez à manger, vous achetez un plat à préparer, vous repoussez la comparaison des assurances, vous gardez un abonnement inutile, vous prenez la première solution disponible, vous remplacez au lieu de réparer, vous payez un service parce que vous n'avez plus l'énergie de tout faire vous-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste une conséquence logique de la fatigue. Et c'est encore plus vrai avec des enfants. La garde d'enfants, par exemple, peut représenter un coût énorme. En moyenne, c'est 280 € par mois pour la crèche, 510 € pour une assistante maternelle et 1260 € pour une garde à domicile. Bien sûr, les situations varient selon les revenus, la ville, le nombre d'enfants et le mode de garde, mais le sujet reste le même. Le deuxième salaire rapporte de l'argent, mais il déclenche aussi des coûts. Transport, garde, repas, organisation, fatigue. Donc, la bonne question n'est pas seulement combien rapporte le deuxième salaire, la vraie question est combien reste-t-il vraiment une fois qu'on a retiré tous les coûts associés au fait de travailler à deux à temps plein. Et parfois, le constat c'est qu'une partie importante de ce salaire sert surtout à financer l'organisation rendue nécessaire par ce deuxième emploi. Et dans certains foyers, le vrai luxe n'est pas de gagner toujours plus, le vrai luxe c'est de retrouver du temps et de la marge de manœuvre. On pourrait me répondre « Oui, mais les Français épargnent beaucoup ». Et c'est vrai, au niveau macroéconomique, la France est un pays où l'épargne des ménages reste élevée. En 2024, selon l'INSEE, le taux d'épargne des ménages était de 18% du revenu disponible brut, contre 14% en moyenne entre 2015 et 2019.
Mais un taux d'épargne moyen ne veut pas dire que chaque foyer épargne 18% de ses revenus. Certains ménages épargnent énormément, d'autres n'épargnent presque rien, et certains terminent régulièrement le mois à découvert. Début 2025, selon l'INSEE, 21% des personnes vivaient dans un ménage déclarant finir le mois difficilement ou très difficilement. Autre donnée intéressante, en 2025, 28% des personnes déclaraient ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. Donc, quand vous avez l'impression que tout le monde s'en sort mieux que vous, méfiez-vous. Beaucoup de foyers donnent l'image d'une vie confortable, mais en réalité, leur équilibre est extrêmement fragile. Ils ont une belle voiture, mais un crédit derrière. Ils ont une belle maison, mais un taux d'endettement élevé. Ils partent en vacances, mais reviennent avec le compte bancaire presque vide. Ils gagnent correctement leur vie, mais ils n'ont pas suffisamment d'avance. Et c'est justement pour ça que la comparaison sociale est dangereuse. Vous voyez le niveau de vie des gens, vous ne voyez pas leur marge de sécurité. Vous voyez leur maison, vous ne voyez pas leur reste à vivre. Vous voyez leurs vacances, vous ne voyez pas leur épargne de précaution. Vous voyez leur train de vie, vous ne voyez pas leur dépendance aux 2 salaires. Et c'est cette dépendance qui crée la fragilité. À ce stade, il faut donc arrêter de se focaliser uniquement sur le revenu. Pour beaucoup de couples de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, le sujet n'est pas seulement de gagner plus. Le sujet est de reconstruire une marge de sécurité. Et pour ça, il y a 3 indicateurs très simples à regarder. Premier indicateur, le taux de charge fixe. Combien de vos revenus partent automatiquement chaque mois ? Si votre foyer gagne 5 500 € et que 4 500 € sont déjà engagés dans des charges fixes ou quasi fixes, vous n'êtes pas vraiment libre. Vous avez seulement 1 000 € pour absorber toute la vie réelle. Alimentation, loisirs, imprévus, santé, vacances, cadeaux, réparation, inflation, etc. Deuxième indicateur, le nombre de mois d'avance. Si demain un salaire disparaît, combien de temps pouvez-vous tenir sans paniquer ? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an ? Ce chiffre est beaucoup plus parlant que le montant de votre salaire. Parce qu'un foyer avec 6 mois de dépenses essentielles de côté peut encaisser une période difficile. Troisième indicateur, la dépendance au 2e salaire. Posez-vous cette question très simple. Si demain, l'un des 2 salaires disparaît pendant 6 mois, est-ce que le budget de votre foyer tient ? Si la réponse est non, alors votre priorité n'est peut-être pas d'acheter plus grand, de changer de voiture ou d'augmenter votre niveau de vie. Votre priorité est de reconstruire un plan B. D'ailleurs, si vous voulez faire ce travail concrètement chez vous, je vous ai préparé un tableau de gestion de budget personnel disponible en description de cette vidéo qui vous permet de suivre vos revenus, vos charges fixes, vos dépenses variables et surtout votre vraie marge de sécurité chaque mois. Maintenant, la question importante, c'est comment reprendre le contrôle. La première chose, c'est de ne pas construire son budget au maximum de sa capacité. C'est probablement l'une des règles les plus importantes. Ce n'est pas parce que la banque vous autorise à emprunter une certaine somme que vous devez forcément aller au maximum de votre capacité d'emprunt. Ce n'est pas parce que votre salaire vous permet de financer une voiture à 500 € par mois que c'est une bonne idée. Ce n'est pas parce que vous avez une augmentation que vous devez immédiatement augmenter votre train de vie. À chaque fois que vous transformez une hausse de revenus en nouvelle mensualité, vous augmentez votre dépendance. Vous gagnez plus, mais vous êtes de moins en moins libre. La deuxième chose, c'est d'utiliser les hausses de revenus pour justement acheter de la liberté. Une prime, une augmentation, un 13e mois, un remboursement, un 2e revenu, tout cela peut servir à autre chose qu'à consommer davantage. Cela peut servir à créer une épargne de précaution, à rembourser un crédit, à investir, à permettre à l'un des 2 conjoints de réduire son temps de travail plus tard, à créer des options. Et c'est une idée très importante. L'argent ne sert pas seulement à acheter des objets, il sert aussi à acheter du choix. Le choix de refuser une opportunité de travail toxique, le choix de partir d'un travail qui vous détruit, le choix de prendre du temps pour vos enfants, le choix de ne pas vivre chaque imprévu comme une catastrophe. La troisième chose, c'est de s'attaquer aux grosses charges avant de culpabiliser sur les petits plaisirs. Je trouve qu'on parle beaucoup trop du café à 3 € et pas assez du crédit voiture à 500 €. Bien sûr, les petites dépenses répétées comptent, mais les gros leviers sont souvent ailleurs.
le logement, la voiture, les crédits, les assurances, les abonnements, les vacances, l'alimentation, les frais bancaires ou les contrats mal négociés. Si vous voulez vraiment retrouver de la marge, commencez par regarder ce qui pèse lourd et qui revient tous les mois. Parce que réduire une charge fixe de 200 € par mois, ce n'est pas juste économiser 200 €. C'est récupérer 2400 € par an. Et surtout, c'est réduire la pression chaque mois. Enfin, quand cette marge commence à exister, une partie doit servir à sécuriser le foyer avec une épargne de précaution et une autre partie peut progressivement être investie. Cela peut passer par exemple par un PEA, une assurance vie ou un compte titre. Avant de chercher la performance, il faut retrouver de la stabilité. Parce qu'un investissement long terme fonctionne beaucoup mieux quand vous n'êtes pas obligé de vendre au premier imprévu. Le grand piège moderne, ce n'est pas seulement de ne pas gagner assez. C'est de construire une vie qui exige que tout se passe parfaitement. 2 salaires qui tombent tous les mois, aucun accident, aucune maladie, aucune séparation, aucun enfant qui bouleverse l'organisation. Mais la vraie vie, malheureusement, ne fonctionne pas aussi facilement. Et c'est pour cette raison que beaucoup de couples qui gagnent correctement leur vie se sentent malgré tout fragiles. Ils ont simplement construit, parfois sans s'en rendre compte, un mode de vie qui ne laisse presque aucune marge d'erreur possible. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette impression étrange, gagner correctement votre vie, mais ne pas vous sentir réellement en sécurité financière. Et si vous voulez commencer concrètement à suivre votre budget, vous pouvez télécharger le tableau de gestion de votre budget personnel disponible en description de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.